Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature française, le Père Goriot de Balzac. Alors oubliez tout de suite les histoires à l'eau de rose. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est un portrait au vitriol, un regard brut sur la société parisienne du 19e siècle. C'est une dissection féroce de l'ambition, de l'amour et surtout de la corruption. C'est Balzac lui-même qui nous met en garde, dès le début. Avec cette phrase choc, il nous dit « Attention, ce n'est pas juste une histoire pour passer le temps, c'est la vérité toute crue. » Un drame tellement réel que, selon lui, on peut en retrouver des morceaux partout autour de nous. Et peut-être, qui sait, au fond de notre propre cœur. Pour vraiment saisir ce roman, il faut d'abord pousser une porte. Parce que le vrai cœur de l'histoire, ce n'est pas un personnage. C'est un lieu. La maison Vauquer. Une pension de famille miteuse, étouffante, qui est bien plus qu'un simple décor. C'est une sorte de personnage à part entière. Balzac nous fait sentir cet endroit avant même de nous le montrer. Imaginez un peu, une odeur qu'on n'arrive pas à définir. L'odeur du renfermé, du moisi, du rance. C'est une puanteur qui s'accroche aux vêtements, un mélange écœurant de restes de repas, d'humidité et de misère qui s'est accumulé là depuis des années. Et ce sentiment d'enfermement, il est littéralement imprégné dans les murs. La pension Vauquer, ce n'est pas juste un toit, c'est une cage. Une cage où les rêves et les espoirs viennent s'échouer. Chaque détail, du papier peint graisseux au meuble bancal, tout suinte le désespoir. Et attention, il n'y a absolument rien de romantique dans cette pauvreté. C'est une misère terre à terre, concentrée, usée jusqu'à la corde. Une misère qui n'a plus d'artifice, qui ne cherche même plus à se cacher. Bref, le décor parfait pour les drames humains qui vont s'y jouer. Alors, qui sont les habitants de cet enfer ordinaire? Eh bien, la pension, c'est une société en miniature, une sorte de cour des miracles, où se retrouvent tous les oubliés, les ratés, les déclassés de la grande ville. Chaque pensionnaire est un archétype, une vie brisée. On a mademoiselle Michonneau, cette vieille fille aigrie, desséchée par le chagrin ou le vice. Juste à côté, monsieur Poiret, un ancien fonctionnaire qui n'est plus qu'un automate, un rouage usé de la grande machine sociale. Et puis il y a la jeune Victorine, une beauté fragile, reniée par son père, à qui il manque l'essentiel pour exister dans ce monde, l'argent et les relations. Et au milieu de toute cette galerie de portraits tragiques, il y a celui qui donne son nom au roman, le Père Goriot. Un vieil homme mystérieux qui est devenu le souffre-douleur de toute la pension. Sa chute est absolument vertigineuse. Au départ, c'était un homme d'affaires redoutable, un vermicellier qui a bâti sa fortune à la sueur de son front. Ensuite, il est devenu ce père Poule, ce père qui a tout, absolument tout sacrifié pour que ses deux filles fassent de beaux mariages dans la haute société. Mais la reconnaissance, elle n'est jamais venue. Une fois l'argent empoché, il se fait jeter, rejeté par ses propres filles, et il finit seul, ruiné, dans la pension Vauquer. Et voilà le cœur de sa tragédie, résumé dans ce cri déchirant qu'il pousse sur son lit de mort. C'est un appel désespéré à ses filles, Nasie et Delphine, qui sont bien trop occupées dans leurs bals et avec leurs amants pour venir le voir une dernière fois. C'est l'illustration la plus terrible de l'ingratitude qui soit. Mais attention, le roman ne raconte pas seulement la fin de la vie de Goriot. C'est aussi, et peut-être surtout, l'histoire de l'apprentissage d'un jeune homme qui débarque à Paris avec des rêves de conquête plein la tête. L'ambitieux Eugène de Rastignac. Rastignac, il est littéralement écartelé entre deux mondes. D'un côté, sa réalité crasseuse à la pension, un monde de franges, de visages fatigués, et de l'autre, le mirage, l'illusion dorée de la haute société, un monde de luxe, de beauté, de passion. Le choc est brutal, et c'est ça qui va nourrir son ambition dévorante. Et c'est là qu'entre en scène le personnage le plus magnétique, le plus redoutable de toute la pension. Un cynique au charisme incroyable qui repère tout de suite l'ambition de Rastignac et qui va lui proposer une sorte de pacte avec le diable. Cet homme, c'est Vautrin. Vautrin pose à Rastignac la question qui hante tous les jeunes gens qui veulent percer. Comment on fait pour réussir dans cette jungle qu'est Paris? Est-ce qu'il faut suivre le chemin long et honnête du travail acharné ou est-ce qu'il y aurait des raccourcis? La réponse de Vautrin, elle est cash, elle est sans appel. Sa vision du monde est d'une clarté terrifiante. La société, c'est un jeu truqué. Soit on accepte d'être un pion, d'obéir bêtement et de se faire exploiter, soit on se révolte et on prend ce qu'on veut par n'importe quel moyen. Il n'y a pas de troisième voie. Vautrin, c'est un rebelle, un hors-la-loi qui s'est dressé contre l'ordre social. Pour lui, la morale, les lois, tout ça, c'est juste une invention des riches pour maintenir les pauvres à leur place. Il est la voie de la tentation, une logique implacable qui met à nu toute l'hypocrisie du monde. Et concrètement, qu'est-ce qu'il propose à Rastignac? La fortune. Pas dans 10 ans après des études interminables. Non, tout de suite. Il fait miroiter un chiffre, un seul, 1 million. Le sésame, la clé magique qui ouvre toutes les portes à Paris.
Son plan est d'une simplicité diabolique. Première étape, Rastignac séduit la pauvre Victorine, qui est déjà folle de lui. Deuxième étape, la plus sale, Vautrin s'arrange pour faire tuer le frère de Victorine dans un duel. Conséquence, elle devient l'unique héritière. Et dernière étape, Rastignac n'a plus qu'à l'épouser. La richesse en échange d'une vie humaine et d'une conscience souillée à jamais. Le marché est sur la table. Et là, toute l'histoire se resserre sur un seul point, un seul moment, le choix de Rastignac. Un dilemme qui va décider de son avenir, mais aussi de ce qu'il est au plus profond de lui-même. Complètement tourmenté, Rastignac pose à un ami une question qui résume toute sa crise. C'est le fameux dilemme du mandarin. Pour devenir riche, est-ce qu'on accepterait de tuer un vieil homme à l'autre bout du monde, juste par la pensée, sans jamais se salir les mains? Autrement dit, un crime sans témoin et sans contact est-il vraiment un crime? Au début, sa conscience crie non. Il s'accroche encore à ses idéaux de jeunesse. Il veut réussir par le travail, par le mérite, garder son âme pure. Il veut encore croire que la vertu est possible. Sauf que, ce bel idéal, il se fracasse contre la réalité qu'il a sous les yeux. Il a vu l'égoïsme des salons, l'ingratitude des filles de Goriot, la logique implacable de Vautrin. Le monde, ce n'est pas un terrain de jeu pour les gens méritants. C'est un océan de boue. Et dès qu'on y met un pied, on est sale jusqu'au cou. Et la scène finale, c'est la leçon ultime. En regardant le père Goriot, cet homme qui a tout sacrifié par amour, mourir seul, abandonné de tous, Rastignac comprend. Il voit en direct la récompense de la vertu dans ce monde, l'oubli et la solitude. C'est la confirmation brutale de tout ce que Vautrin lui avait dit. À la toute fin, après avoir enterré son seul ami, Rastignac monte au sommet du cimetière du Père-Lachaise. Il regarde Paris qui brille à ses pieds et il lance ce défi célèbre « À nous deux maintenant ». Il a fait son choix. Balzac ne nous dit pas clairement lequel, mais il nous abandonne avec cette question éternelle. Face à un monde corrompu, que faut-il choisir, la vertu ou la fortune? La question reste ouverte.